Gabriel, vous avez, rapidement, pour ceux qui, au-delà d'être philosophe, j'allais dire, sur ma fiche, j'ai préparé ça. Alors, vous avez travaillé dans des ministères, dans des startups, vous avez co-dirigé un incubateur, vous adorez aller à la rencontre des Français et de leur métier, vous avez dialogué avec une chanteuse d'opéra, vous adorez créer des ponts entre les mondes, et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'innovation. Et il y en a plein dans la salle et sans doute assis. Quand on demande à un chef d'entreprise pourquoi innover, sa réponse c'est pour me démarquer de la concurrence, pour gagner des parts de marché, bref, pour continuer d'exister. J'ai envie de vous poser un peu la même question. Quand on pose à une philosophe pourquoi le besoin d'innover, ça répond à quoi ce besoin d'innover finalement ? Oui, alors effectivement, tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Oui, c'est vrai qu'on entend le terme innover un peu tous les jours. Et moi, ça m'intéressait de me dire finalement, en tant que philosophe, voilà, pourquoi est-ce qu'il faudrait innover ? Et finalement, à quel besoin ou éventuellement, d'ailleurs, à quelle angoisse est-ce que cela répond ? Donc, bon, encore une fois, en tant que philosophe, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. Et encore une fois, voilà, quelle est cette idée d'innovation et à quoi est-ce que ça répond ? Alors, si on rembobine un peu le film, eh bien, on va revenir au tout début de l'humanité, où finalement, quand l'être humain a été comme jeté dans le monde, force est de constater qu'il n'avait pas vraiment été gâté par la nature. Alors ça, c'est Emmanuel Kant qui le dit. L'être humain n'avait pas les crocs du chien, les griffes du lion, les ailes des oiseaux et les nageoires des poissons. Et donc, encore une fois, il y avait vraiment de quoi se sentir extrêmement démuni et vulnérable par rapport aux autres animaux qui l'entouraient. Même quand on voit nos sens sont très peu développés par rapport à ceux des autres animaux. Et donc, finalement, l'être humain a développé une forme un peu de complexe, encore une fois, par rapport aux animaux. Et donc, c'est ainsi qu'il a commencé à développer des outils parce que la nature ne l'avait pas complètement oublié, puisqu'elle lui avait donné néanmoins une tête et des mains. Et avec sa tête et ses mains, donc l'être humain a commencé à développer des outils. Alors ça a commencé par le silex, etc., les chaussures, l'avion, les bateaux, voilà. Et on est aujourd'hui avec tous ces outils qui débaroulent dans notre vie, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Et finalement, tous ces différents outils s'inscrivent bien dans cette longue histoire des idées, finalement, de ces outils qui viennent essayer de pallier les insuffisances ou les faiblesses de l'être humain et essayer, entre guillemets, de lui donner un petit peu plus de force par rapport à la nature. Donc il y a bien à la base une angoisse, encore une fois, de l'être humain et un besoin de se sentir un petit peu moins démuni par rapport aux autres animaux. On voit bien aujourd'hui que cette angoisse n'est plus vraiment là. La limite, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le reste du monde, les animaux, la nature, qui nous regardent plutôt avec angoisse, puisque l'être humain a peut-être gagné une forme d'omnipotence. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours, j'ai relu les travaux du philosophe Günther Anders. Ça m'arrive jamais, moi. Ah bah voilà. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que c'était au moment du développement de la bombe atomique. Et voilà, il disait finalement, l'être humain a gagné une forme d'omnipotence, mais en écho à cette omnipotence, il y a une forme d'ignorance. Parce que tous ces outils, ce pouvoir immense que nous avons gagné sur la nature, nous ignorons encore tout ce qu'il peut nous faire faire. Et donc finalement, omnipotence et ignorance sont inextricablement liées. Et je pense que ça devrait effectivement faire réfléchir par rapport à toutes ces innovations. Oui, très bien, elles ont un sens, mais attention effectivement à ce qu'elles ne... Enfin, en tout cas, à ce que nous puissions savoir et essayer de comprendre ce vers quoi elles peuvent nous mener. J'ai essayé de mettre mes questions finalement à la hauteur de la philosophe que vous êtes. Vous venez finalement d'expliquer pourquoi innover, pourquoi on innove. J'imagine que qu'est-ce que disent les innovations de nous, êtres humains, c'est un sujet qui doit vous intéresser aussi. Oui, et alors, ces innovations, ces technologies, et alors, bon, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, et donc moi, c'est vraiment un axe de travail que je creuse beaucoup en ce moment. Et donc finalement, cette question, voilà, qu'est-ce que l'intelligence artificielle dit de nous ? Qu'est-ce qu'elle dit de notre société, de notre humanité ? En fait, on pourrait voir les choses ainsi, on pourrait se dire finalement que toutes ces technologies sont un peu un miroir révélateur finalement de ce que nous sommes. Si l'on prend ChatGPT ou DeepSeek, en tout cas tous ces assistants virtuels, à partir du moment où ChatGPT a plus d'empathie qu'un médecin pour vous annoncer que vous avez un cancer, plus de patience qu'un professeur, plus de capacité d'écoute que vos parents, plus de tolérance que vos voisins ou que vos amis, plus de créativité qu'un juriste ou alors plus de discernement qu'un directeur des ressources humaines, finalement, est-ce que ces nouvelles technologies ne viennent pas radicalement nous remettre en question et être pour nous une forme de miroir
révélateur de nos insuffisances, voire de nos médiocrités. Et finalement, on crie aujourd'hui au grand remplacement, on a peur de ce grand remplacement des êtres humains par les nouvelles technologies, mais finalement, est-ce que ça n'est pas un peu hypocrite de la part de l'être humain? Est-ce que nous n'avons pas finalement abandonné le terrain de l'humanisme? Et est-ce que ça n'est pas justement trop facile de dire maintenant, on va être remplacé, mais encore une fois, toutes ces valeurs d'empathie, de tolérance, de générosité, de patience, de sollicitude, voilà, est-ce que justement, ces nouvelles technologies, les incarnant aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de nous remettre en question et d'apprendre à devenir ou à redevenir des êtres humains? Vous répondez un peu oui déjà. Oui, tout à fait. En tout cas, on voit qu'il y a effectivement, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. Il y a une expérience qui a été menée très récemment qui m'a beaucoup bouleversée, je dirais même. C'est dans une classe, dans une école, on a demandé à des enfants de demander de l'aide, soit à leurs camarades de classe, soit à l'intelligence artificielle pour pouvoir résoudre un problème. Et en fait, on a vu que les 3/4 des élèves préféraient demander de l'aide à l'intelligence artificielle. Et quand on leur a demandé pourquoi, ils ont dit parce que l'intelligence artificielle ne va pas se moquer de moi. Et donc ça, pour le coup, ça fait quand même beaucoup réfléchir. Et donc encore une fois, ça pose la question justement de l'école. À partir du moment où ChatGPT c'est tout, qu'est-ce qu'on va apprendre à l'école aux enfants? Finalement, est-ce qu'on a fait des générations de perroquets, de singes savants qui connaissent tout par cœur? Voilà, Marignan 1515, on connaît toutes ces dates absolument par cœur, mais finalement, est-ce que l'être humain est plus gentil pour autant? Est-ce qu'on est plus tolérant, plus courageux? Enfin voilà, toutes ces valeurs-là, à quel moment est-ce qu'on nous les apprend? Mais ça remet aussi en question la place de l'expert aussi. L'enseignant dont vous venez de parler, pour un élève, c'est le sachant, c'est l'expert. Oui, c'est ça. Et donc la place de l'expert, alors vous avez cité le professeur, et en entreprise, on valorise, on survalorise même la place du spécialiste, la place de l'expert. Et d'ailleurs, les critères d'évaluation des travailleurs en fait, se font en fonction de ces critères-là. Et peut-être que ça n'est pas une bonne idée. Peut-être qu'il sera intéressant de pouvoir valoriser d'autres choses. La capacité de collaboration, la capacité d'apprentissage réciproque. Toutes ces valeurs-là, il me semble que ça pourrait être des valeurs, et même le savoir-faire, et pas seulement les savoirs. Je pense que ça pourrait être intéressant de remettre en question nos éruditions. Finalement, être érudit, ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, être gentil les uns à l'égard des autres, c'est peut-être plus intéressant pour l'humanité. Et donc là, encore une fois, je pense que toutes ces nouvelles technologies devraient être saisies comme une opportunité, encore une fois, pour nous, en tant qu'êtres humains, pour nous radicalement nous remettre en question. Et alors, ce matin, j'étais à cette place où on a parlé d'art et d'IA. Et il y a la question finalement du temps de cerveau disponible qui s'est un peu posée parce que Déborah Papernik d'Ubisoft, qui était à votre place, disait moi, en fait, je pense que ça peut faire gagner du temps à mes équipes pour qu'ils fassent... ils oublient les tâches rébarbatives et qui se focalisent sur la créativité. Se pose du coup avec l'IA cette question de mon temps de cerveau disponible ou que je vais récupérer finalement, ce que je vais en faire. Oui, c'est une vraie question. En fait, l'intelligence artificielle, d'une manière générale, va remettre en question tous nos choix d'allocation de nos ressources temporelles. Voilà. À quoi est-ce qu'on décide d'accorder du temps? Qu'est-ce qui mérite que l'on accorde du temps ou pas? Je ne me rends pas compte si on a quelques minutes ou pas, ou si... 1 minute 34. Allez, 1 minute 34, allons-y. Il y a 1 an et demi, j'ai eu un échange avec, justement c'est ce que je raconte dans mon dernier livre, avec une ouvrière en situation de handicap mental qui travaille dans ce que l'on appelle le milieu protégé et qui m'expliquait que, oui, effectivement, moi, je suis très lente, voilà, je suis lente, mais j'aime beaucoup mon travail et on m'a jamais appris à bâcler mon travail et donc, certes, je suis lente, mais à la fin de la journée, on n'a pas besoin de repasser derrière moi parce que mon travail est bien fait. Et donc, elle me dit, moi, j'ai envie d'avoir un droit à la lenteur. Alors, ce droit à la lenteur, ça m'a interpellé. Je me suis dit, oui, mais c'est pas possible ce droit à la lenteur. Voilà, dans le monde normal, voilà, impératif économique, productivité, c'est pas possible ce droit à la lenteur. Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit finalement, pourquoi est-ce que dans certains cas, on refuse d'accorder du temps à ceux qui le méritent? Par exemple, tout simplement pouvoir avoir le temps de bien réaliser son travail. Et pourquoi est-ce que dans d'autres cas, on est prêt à perdre un temps fou en réunionnite aiguë, en visio où tout le monde est là et tout le monde fait autre chose, en procédure administrative complètement absurde? Enfin voilà, pourquoi est-ce que l'on refuse d'accorder du temps dans certains cas? Pourquoi est-ce que l'on est prêt à en perdre un temps fou dans d'autres? Et encore une fois, je crois que ce choix d'allocation de nos ressources temporelles, ce à quoi je décide d'accorder du temps en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, en tant que société, voilà. En fait, c'est une vraie question et derrière, en fait, il y a un vrai projet de société. Donc ça veut dire qu'avec l'intelligence artificielle, certes, on va gagner du temps. Donc qu'est-ce que l'on va faire de ce temps? Et effectivement, notre rapport au temps va être bouleversé.
Mais là, encore une fois, la balle est dans le camp de l'être humain. Qu'est-ce qu'il va faire de ce temps? Est-ce qu'il va en profiter pour pouvoir apprendre à devenir un peu plus humain? Ou est-ce que, finalement, ça va être, encore une fois, voilà, du temps perdu ou qui est alloué à des choses qui sont parfois absurdes?